Donc la nuit du 7 juin, il s'envole, plane et apprécie la situation. Et son vol s'arrache à la terre, s'arrache à la gravité, il s'envole et commence à planer doucement. Il va au gré de ses envies. Il crée ses propres courants d'air, courants d'ascension. Courant d'ascension, courant de désascension. Il crée ses figures. Il s'envole, plane. On ne sait plus de quel côté il orangeait. Est-il un être bipède ou est-il devenu un être ailé? Est-il ceci ou cela ou est-il les deux simultanément? Est-il de notre monde ou d'un autre monde? Il s'envole, plane et semble presque arrêté. Il a l'air de ne pas se soucier de quoi que ce soit. Il ne cherche pas à se déplacer. Simplement, c'est un peu son corps qui se déplace tout seul, mais lentement, sans paraître bouger. Il bouge en suivant peut-être l'attraction de quelque chose de très lointain. Il n'est pas soumis à l'attraction terrestre, ni à l'attraction solaire, ni peut-être même pas à l'attraction de notre univers. Il est mu par une attraction d'un autre ordre. Il plane, il semble prêt à rejoindre un autre monde. Et sûrement qu'il va arriver devant une porte. Je pense qu'il a la clé de cette porte. Il pourra l'insérer dans la serrure et ainsi s'ouvrir la voie du parachèvement. Sûrement. Il ne peut pas être parti sans s'être équipé. Il faut une clé pour chaque accession. Une clé pour accéder au premier ciel, une clé pour accéder au deuxième, une clé pour accéder au troisième, une autre pour accéder au quatrième, et une quatrième pour accéder au quatrième, et une cinquième pour accéder au cinquième, et ainsi de suite jusqu'au septième, et peut-être jusqu'au septième du septième, et peut-être jusqu'au septième millionième, du septième milliardième, du septième milliardième, du septième milliardième, septième, jusqu'à l'infini. L'infini du fini jusqu'au fini de l'infini. Voici qui s'envole et semble planer. Il ne prononce mot, il ne fredonne rien, il ne semble pas avoir besoin de parler ou de faire un signe. Il ne s'adresse à personne, il est comme bercé par son propre mouvement, par son chant intérieur. Il doit être à l'écoute de quelque chose. Il reçoit l'écho d'une musique venant d'ailleurs, d'un très lointain ailleurs.
d'un ailleurs profond. Il plane et semble comme baigné dans l'allégresse, comme baignant dans le bien-être, cosmique, comme dirait quelqu'un. Il semble heureux. Et moi aussi, je pense qu'il est heureux. Il plane là-haut. Il plane. Il semble ne plus rien attendre d'autre. Il n'a pas l'air d'attendre. Il n'a pas l'air anxieux, le moins du monde. Il n'est pas de ceux qui cherchent la révélation, qui cherchent la réponse à des questions en cascade. Il plane et semble aussi léger que le parfum du jasmin, léger pourtant fort, léger pourtant envoûtant, léger d'une texture qu'on ne peut pas décrire. Comment parler d'un parfum, comment parler d'un être devenu une sorte de substance, devenu d'un être s'étant changé de substance. Comment parler d'une chose comme ça qui passe, qui ne fait que vous voyez son pouvoir nommer, que vous saisissez son pouvoir saisir, que vous approchez son pouvoir approcher, que vous approchez son pouvoir posséder, que vous possédez son pouvoir garder. Un usage comme ça. Viens respirer, viens humer le parfum de la fleur, viens à ton tour. Et quand tu auras respiré l'effluve, passe ton tour et laisse quelqu'un à son tour passer et humer de cette chose magique. Il plane et semble être parvenu à une célicité inimaginable, une célicité indescriptible. Cela semble être une sorte, un équilibre. Il est dans un équilibre parfait. Il semble avoir pris racine dans le monde. Il semble avoir revêtu les habits de la lumière première, de la lumière originale, de la lumière primordiale. Il semble sur le point, peut-être, on ne sait pas, mais on le sent en partance. On le sent en mouvement, malgré le fait qu'il ne bouge pas. Il attend. Il n'est pas pressé comme nous autres. Il plane, et voici un être élu, un être chanceux, un être qu'on peut envier,
Il n'a rien d'autre à faire que de regarder, peut-être de s'inspirer un peu de sa béatitude, de sa grâce, un peu de sa grâce, pour survivre aux jours difficiles, pour survivre à ce corps, pour tenir face à ce corps malhabile, à ce corps lourd et mal fagoté. Survivre, c'est tout ce que nous pouvons faire. Survivre le temps d'avaler une autre goulée d'air. Et la goulée d'après, on ne sait pas si on pourra l'avaler entièrement aussi. On s'arrêtera au milieu de l'opération. On ne sait pas si on sera de la prochaine respiration, de la prochaine goulée d'or, la goulée d'air. On ne sait pas. On est toujours sur la tangente. Vais-je vivre encore ou vais-je être arrêté dans mon élan? Vais-je pouvoir continuer d'échanger avec le monde, d'aspirer le monde, de dévorer le monde? Ou vais-je être dévoré par le monde, soumis à la dure loi de la mort? Il plane et semble comme transfiguré. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Il y a là de l'hermétique. Il y a là de l'opathique. Il y a là de l'étatique. Il y a là du super. En tout cas, voilà, c'est un petit moment que j'ai essayé de passer. J'ai essayé de faire une chose, un petit moment comme ça, une chose un peu avec... j'ai vu quelqu'un faire quelques mouvements, donc je me suis simplement inspiré de ces mouvements qui n'ont pas été dans l'aérien, mais ça m'a donné l'idée de par cet être qui cherche toujours un peu à quitter la dimension du bas, la dimension sol, pour s'élever vers quelque chose. À un moment donné, il y a toujours l'envie de quitter le sol, ne serait-ce que pendant un court instant, se donner l'illusion de s'envoler, de quitter ce monde, de quitter et de se libérer de la pesanteur. Donc, un petit moment, un court moment finalement, et voilà, non pas en hommage, mais en inspiration indirecte, voilà. C'est quand on a pris un peu le chemin des mots, on a du mal à le quitter, on revient à chaque fois, mais là, c'est totalement dans l'immédiat, et donc voilà, un peu tout frais, voilà, c'est réellement en direct production, et c'est ce que je conseille toujours. Et j'ai énormément, je m'étonne, j'ai un compagnon poète, un compagnon, mon premier compagnon poète. Et je trouve que j'ai un peu comment dire, ça me désole qu'il ne soit pas lui aussi arrivé à cette étape de l'oralité, qu'il n'ait pas abandonné l'écrit. Quand on est dans l'écrit, c'est comme si on procède par touche. À un moment, on fait une touche, on donne un peu l'illusion, quelquefois, que l'on a mis en place. C'est très descriptif, c'est quelquefois... il faut mettre en place un petit dispositif, alors que le petit dispositif, ou
la célémité dispositif, quelquefois, c'est... on pourrait, par exemple, dans quelque chose que l'on met en place, un truc plastique, on pourrait juste, finalement, un mouvement, et ce mouvement, ben, finalement, il ramène, il renvoie à quelque chose de beaucoup plus complet. Ce mouvement est presque comme un signe. Donc, il indique, il renvoie sur quelque chose. Il permet de se relier à quelque chose de plus, évidemment, de plus conséquent. Le geste de la main, le geste du fusain, le geste un peu comme ça, comme le geste de l'épée, comme le geste du pinceau, un peu. Aujourd'hui, le pinceau, on peut finalement le projeter contre la toile et finalement, selon la trajectoire qu'il va prendre et selon, etc., ça va donner un motif. Mais sinon, donc le problème le poème écrit, c'est qu'à un moment donné, il se heurte à sa limite physique, qui est qu'il ne peut pas aller loin. Si vous avez du temps, vous pouvez écrire 4, 5, 6 vers, et comme normalement vous les écrivez dans un contexte qui n'est pas favorable, vous êtes avec des gens, il y a du bruit, il y a ceci et cela, donc vous avez comme pour une chanson, vous avez un premier jet, vous avez comme un début. Après, c'est rare, il faut travailler, il faut continuer. Donc il y a le premier jet qui est quelques vers comme ça, comme une sorte de petit paragraphe, puis après, le reste, il faut le compléter. On n'a pas la chanson tout entière comme ça dans un seul jet. Mais quand on fait avec la parole, à ce moment-là, on peut finir tout ce qu'on commence. Il n'y a pas, la limite, c'est uniquement soi-même qui l'a dissident. Mais on peut commencer une chose et arriver jusqu'à l'épuiser. Tandis que dans l'écrit, on n'arrive pas à épuiser. Donc soit on est limité parce que la feuille sur laquelle on a tracé les signes, elle est petite, on a tracé les signes un peu de façon caractère gros, ce qui fait déjà ça remplit très vite, tandis que la parole, elle, et puis il y a l'intonation. On n'a pas besoin de quelqu'un pour interpréter les signes qu'on a inscrits. Donc soi-même on fait les mots et on leur donne l'intonation qu'on souhaite, et surtout on les fait dans l'instant. C'est pas, on n'interprète pas la chose que je déteste fondamentalement. Il y a peu de choses que je déteste à ce niveau-là, de cette intensité-là. C'est quelqu'un qui récite ses poèmes. Un poète qui récite, c'est lamentable. Un poète, il doit produire. Il doit un peu s'inspirer de ce qu'il y a autour de lui et finalement commencer, puisqu'il pratique le verbe, il peut. Alors il dit, ceux qui s'intéressent à ce que j'écris, le lisent. J'ai pas besoin de leur lire. Souvent un poète est fait un mauvais interprète de ses propres poèmes, un mauvais lecteur. Donc c'est pas la peine. Donc souvent, bon, on confie ça à quelqu'un dont ce n'est pas, donc qui lui va savoir donner corps ou donner chair à ce qui a été écrit. Mais autrement, donc le truc c'est les mots, c'est pas compliqué. Une fois qu'on les pratique, on apprend finalement. Il suffit de sauter sur la première chose. Alors, cette maison, et les maisons grandes, et les maisons immenses, elles ont des choses immenses à dire. Les maisons immenses, ils ont rassemblé tant de gens de toute génération, de gens de toutes sortes, des gens qui ont tous des rêves différents, des gens qui étaient là, qui ne sont plus là, mais qui sont encore un peu là. On en retrouve un peu la trace. Ils ont abandonné derrière eux des morceaux de leurs rêves, des morceaux de leurs sentiments. C'est normal. Quand on est quelque part, on laisse toujours un peu de soi dans ce quelque part. Un peu de sa peau, un peu de son être, un peu de son temps, un peu de son espoir, un peu de ce sentiment de
de perplexité. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Quel est mon souhait? Quelle est ma quête? Quel est mon but? Les grandes maisons, les grands espaces, plus c'est grand, plus ça peut contenir d'émotions. Voyez les émotions anciennes et les émotions un peu vestiges. Voyez-les comment elles remplissent tout l'espace. Certains sont encore bien vivaces et d'autres ne sont plus que ersatz, ne sont plus tellement consistants. Voyez, regardez. Ici, un jeune homme s'est tenu, ici, une jeune fille s'est tenue. Et cette fille, elle a dit les mots qui disaient toute la force et toute la confiance qu'elle avait dans la vie. Elle a exprimé sa joie de vivre. Elle a dit une partie de sa vérité à elle, à ce moment-là, et aujourd'hui. Cette vérité, elle a mué. C'est vrai qu'elle est, si on la recherche, on découvrirait un autre être, avec une autre vérité, avec un peu moins de force, avec un peu moins d'engagement. Quelqu'un qui commence déjà à sortir de la vie. Cette jeune fille n'est plus une jeune fille aujourd'hui. Ce jeune homme est un vieillard. Alors, il lui arrive encore de se souvenir du temps où il était jeune homme, où il disait des choses fortes, où il tenait discours sur cette même estrade, sur cette estrade-là. Il était là, dans toute la gloire de sa promotion. Il était là, il a été élu, on lui a donné le droit, on lui a autorisé, on l'a missionné pour qu'il écrive, il lise un discours. Il a lu le discours. Il était fier de cette fierté. Et vieille, cette fierté est ancienne, ce jeune homme-là. Il en est revenu depuis. Ah, il s'est beaucoup, non pas assagi, mais il s'est beaucoup résigné à sa condition, résigné à l'abandon de ses rêves, à la désertification de sa vie. La vie, c'est un désert, un désert mort et non pas un désert vivant. Il est là, il fricote avec les fantômes, il vit accompagné des vestiges de sa vie. Voici donc un petit moment comme ça, simplement pour donner la preuve que la poésie orale est supérieure à la poésie écrite parce qu'elle est immédiate dans l'instant, parce qu'elle peut se permettre. Tiens, il n'y a aucun rien, un espace, évidemment, un espace. Je suis dans un espace, alors évidemment cet espace c'est la salle des fêtes, etc., de ma ville natale, et donc je peux m'y promener. J'ai pas besoin, évidemment, c'est ça. Alors que si l'on tient, on peut être dans le véritable verbe qui est incarnation, verbe incarné par un corps, par une voix, par un... Ils n'ont pas existence sous une forme faible, ça ne dit rien. Des mots écrits comme ça sur du papier, ça dit pas l'intensité. Ça fait pas passer réellement le sentiment qui habite celui qui les a rédigés. Bien sûr, je peux dire le monde est gentil, mais le monde est gentil, c'est gentil le monde. Voyez-vous, vous promenez, vous allez quelque part et vous arborez un gros sourire, un grand sourire, un grand sourire. Vous rencontrez la première venue, vous lui faites ce sourire. Elle vous sourit
en retour. Le monde est gentil. Le monde est gentil moment. Jusqu'au moment où on peut décliner ça un peu à l'infini. Alors, à commencer par, bien sûr, ça se voit, que la fin va être tout à fait, évidemment que ce monde est gentil, c'est dit déjà sur un temps pas du tout sûr, quoi, enfin pas du tout assuré, c'est une sorte de deuxième degré, le monde est gentil, voyez-vous, les gentils, bien braves, les gentils, bien, voilà, ce sont des gens simples, des gens faciles à berner, des gens faciles à duper. Donc c'est ça, et on peut toujours, comme si on, on prend un élan ici pour un deuxième saut, et puis une fois qu'on a fait le deuxième saut, ben, le deuxième saut nous permet d'avoir un deuxième élan, et ainsi de suite. On est dans une sorte de séquence comme ça, de saut en saut, on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc voilà un petit moment pour illustrer ce côté performatif de la parole, qui est un côté, moi je dirais la parole, elle permet plus que l'expression du corps, plus que l'expression du pinceau, plus que l'expression, parce que justement, la parole peut inclure tout ça, mais par contre, la peinture ne peut pas inclure la parole. La peinture a besoin de la parole, mais par contre, la parole peut devenir peinture elle-même, peut, peut finalement exister en dehors de tout autre type d'expression. La parole peut créer les mondes, peut donner l'impression que l'on est dans un univers, et puis de nous faire passer dans un autre univers, puis de nous faire croire qu'on est quelque part, et après de nous révéler qu'on est nulle part. Que ce que l'on a cru être vrai, eh ben en fait, ce n'était qu'une imposture. Voilà, on vous ment, on vous induit en erreur. Je peux induire en erreur. Je peux donner l'illusion de la réalité d'une chose. Je peux dire je suis en face d'une chose. Je peux la décrire. La personne qui m'entend peut très bien penser qu'elle est réelle. Je peux raconter une chose, une histoire. Personne ne pourra savoir si elle m'est arrivée ou pas, si elle est réelle ou pas, si elle a jamais. Après, voilà, donc la danse, faudrait quelque chose de finalement qui puisse rassembler toutes les possibilités. Un être qui danse et qui parle en même temps, et qui peut-être dessine en même temps, et qui peut-être fait autre chose, dans un peu de cette complémentarité entre les choses, même si la parole pour moi demeure l'art ou le moyen d'expression majeur, ça reste majeur. Mais c'est ça le truc. Alors évidemment, je finis sur ça, j'aurais aimé pouvoir entraîner ce compagnon, le premier compagnon poète, j'aurais aimé l'amener avec moi dans cette aventure de la parole, pour l'entendre, comment dire, créer en direct, créer de cette façon qu'à la création d'apparaître comme sortant du néant, comme sortant de rien. Voilà. Voilà que le monde, comment dire, le monde qui n'a pas de dimension, le monde indimensionnel devient un monde dimensionnel. Voici le monde désincorporé devient incorporé. La chose qui n'avait pas de corps acquiert un corps. La chose qui n'avait pas de forme acquiert une forme. La chose qui n'avait pas de voix, voilà, acquiert une voix. Et la chose qui n'avait pas d'identité, qui n'avait pas de couleur, qui n'avait pas de texture, qui n'avait pas, acquiert tout cela par l'entremise de la parole, par le canal de la parole.
Il suffit de prononcer le mot canal pour de nouveau faire un voyage. Si, comment vous le prononcez, le mot canal? Vous pouvez prononcer le canal, le canet, vous pouvez le prononcer le canal, ça ne vous empêche pas de faire un voyage de toute façon. Faites un voyage et de suite. Vous n'avez pas besoin d'autres stimulations. Il suffit de prononcer le mot canal et ça y est, vous êtes ailleurs. Ailleurs. Non seulement devant un canal, mais en plus ailleurs, dans une autre époque, dans un autre continent et en compagnie comme ça d'autres gens qui sont là en train de travailler, d'inventer le canal ou d'arranger leur canal, leur canot, de faire, voilà, donc vous êtes, comme on dit en Orient, vous êtes, voilà. Là, la magie, donc un déplacement instantané. Et puis, quoi? Et puis la voix, le ton peut servir comme un guide. Vous faites un déplacement, mais vous le faites en compagnie d'un guide. Donc la voix, elle vous incite. Elle vous dit, vous pouvez y aller en toute sécurité. Ou vous pouvez y aller parce que il y a un intérêt à y aller en insécurité. Parce que l'insécurité permet finalement de vivre des choses inédites. Le risque n'est pas toujours une chose mauvaise. Le risque, c'est le risque aussi d'apprendre, le risque de rencontrer, le risque. L'accident n'est pas toujours comme on le présente. Un accident, il y a des accidents heureux, il y a des accidents bienvenus. Alors voilà, l'accident, vous rencontrez une personne, vous rencontrez plusieurs personnes, vous rencontrez un goût, vous rencontrez une odeur, vous rencontrez un parfum, vous rencontrez un air, voilà. Et vous rencontrez un climat, vous rencontrez une ambiance, voilà. C'est peut-être ça va être votre ambiance pendant un certain temps. Vous trouvez, je ne sais pas, votre être cherche à appartenir à un milieu, appartenir à quelque chose. Il sait que là, il pourra finalement trouver, au moins pendant un certain temps, au moins provisoirement peut-être, si ce n'est pour toujours, ce qu'il cherche. Voici la texture de l'air qui me convient. Voici la vue et comment dire, ces choses que j'arrive pas à dire, j'ai plus la force de les dire, je suis fatigué. En tout cas, voilà comment, non pas la magie, parce que la magie, les mots, c'est pas que magique, c'est réel, c'est effectif. Alors, c'est la magie, c'est un peu la chose hypothétique, il faut y croire. Mais la magie, donc, c'est un peu la tromperie. Tandis que là, c'est réel, c'est réel. On peut faire des tas de choses avec les mots et on n'a pas besoin de recourir à des stratagèmes ou à des. On vient en toute franchise. Je vous propose un mot. Et ce mot, je suis sûr que ça va être votre tapis volant. Alors, prenez ce mot et allez-y. Et voyagez au gré, je ne sais pas, de vos humeurs, au gré de vos envies, voyagez. Voilà comment on commence une chose et comment on la finit. Et c'est ça. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu vagabond, un peu passe-partout, mais c'est intéressant. Alors, comment on convoque le passe-partout et on est heureux de convoquer le passe-partout de Verne, c'est là le truc. Simplement, sans l'annoncer, on est parti parce que, évidemment, Jules Verne, je le bénis pour les choses qu'il m'a données enfant. Je bénis Jules Verne pour ça, parce que finalement, ces dessins, rien que les dessins, ces vignettes,
que je lisais, qui me faisait un effet, évidemment un effet que je n'ai pas retrouvé depuis. C'est possible que j'ai retrouvé quelque chose en lisant Dumas, en lisant Dune, en lisant des choses comme ça, en lisant plein d'auteurs. Mais les vignettes qui étaient dans les journaux de mon père, ces vignettes-là, simplement, ça m'a fait voyage au fond des mers, 20 milieux sous la mer, le tour du monde en 80 jours, et ainsi de suite. Et je me rappelle, à un moment, j'ai voulu en fait classer ces numéros, ces quotidiens, pour que l'histoire se suive. Et évidemment, il y avait des journées qui manquaient. Donc, j'avais pas toute l'histoire en entier. Mais voilà. Donc, c'est pour ça j'ai une dette, évidemment, vis-à-vis de Jules Verne. Et cette dette, ben, évidemment, je ne pourrai jamais la payer. C'est une dette, voilà. Euh, je rembourserai un jour, je sais pas, dans un autre monde. En tout cas, c'était extraordinaire, c'était terrifiant le fait que ça me faisait, c'était beau, là, 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 rien que quelques traits noirs comme ça. Et ben voilà, donc évidemment, c'est ça la magie, on n'a pas besoin de préparer, de faire des tas de préparations, comme on dit, tableau préparatoire, dessin préparatoire, on y va directement, on est de suite emmené dans un monde, je ne peux pas dire féerique, mais dans un monde qui nous a nourris à tous. Jules Verne, tout le monde lui doit énormément. Voilà, c'est un petit moment pour rendre hommage à cette personne disparue depuis longtemps. Et c'est ça, alors, voilà, comme ça. On est là, on est là, on est là, on est là, on ne bouge pas. Il n'y a pas de risque. On ne risque pas de bouger. On risque pas de se déplacer, on risque pas de s'envoler, on risque pas de disparaître. On est là pour un moment et peut-être pour longtemps encore. On est là. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours là? A-t-on trouvé la bonne place? A-t-on trouvé le bon endroit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que je reste là? Est-ce que c'est mon paradis? Est-ce que c'est mon pays de miel et de petits laits? Le miel et l'abane. Est-ce que c'est mon paradis promis, promis par Dieu, 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 vois-tu où je suis? S'il te plaît, viens jeter un regard, un coup d'œil. Soulève le voile sous qui me dissimule au monde. Dieu, viens me visiter. Viens m'honorer de ta présence. Accorde-moi un peu de pouvoir, un peu de sagesse et un peu d'éclairance. Éclaire-moi, montre-moi le bon chemin. Montre-moi par où il faut passer, car je ne cesse de me tromper. Chaque fois que je m'engage dans une voie, je me rends compte que ce n'est pas la bonne. Je dois changer. Je dois en changer. Et cela me fatigue et cela m'épuise de toujours rebrousser chemin. J'ai dû faire 1000 retours en arrière. Je ne cesse de repartir pour mieux revenir, revenir, revenir. Toujours à mon point de départ, 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 mon point de départ. J'en ai marre, Dieu, j'en ai marre.
Et c'est normal, je suis qu'un être humain. Je n'ai pas les moyens d'accéder à la vérité comme ça, à la première tentative, au premier besoin. Je dois peiner, je dois souffrir pour glaner quelques idées, quelques impressions. Mais on ne vit pas de ces impressions, on ne vit pas de ces idées, surtout quand elles sont juste un peu dégrossies. J'ai besoin de comprendre une fois pour toutes, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière l'horizon. Je n'ai pas les moyens d'entreprendre la grande traversée. Je n'ai pas les moyens d'attendre encore plus longtemps. Il me semble que je suis en urgence. Me semble qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors Dieu, viens, réponds à mon appel. Sois sympa, ô Dieu. Père, grand-père, Père de tout l'univers. Toi qui sais tout, toi qui vois tout, toi qui entends tout. Entends-tu ma parole, entends-tu mon appel et ma, ma désespérance. Je suis désespéré, je me sens épuisé, fini, et vidé. Il ne me reste plus grand-chose, même plus de cœur, même plus de corps, même plus d'âme, plus rien. J'ai tout laissé partir, je me suis allégé. À quoi sert d'avoir un cœur quand on n'en fait rien? À quoi sert d'avoir une âme quand on a l'impression qu'elle n'a pas sa place dans ce corps, pas prêt pour la rédemption. Mon âme souffre avec moi, alors je lui permis de s'en aller. Là où vont les âmes, là où elles finissent leur... Voilà, donc je m'arrête, je suis trop fatigué. C'est un exemple de ce que l'on peut commencer à dire, un peu chantonner. Voilà une autre variation sur ce type de paroles. Comment l'on peut se mettre un peu à une autre façon de dire un poème. On n'est pas prisonnier du mot poème. C'est uniquement, comment dire, on pourrait un peu au-delà des mots ordinaires que l'on utilise, je ne sais pas, pour des questions terre à terre. J'ai besoin, quoique on pourrait aussi, les questions terre à terre, on pourrait aussi, pourquoi pas, il n'y a pas lieu de faire une sorte de tracer une sorte d'échelle de valeur, d'hierarchiser entre les langues, pourquoi pas. Je veux uriner, c'est la plus belle chose que je peux faire. J'urine encore, et c'est merveilleux. J'ai encore un corps qui fonctionne, bravo. J'urine pas trop fréquemment, en général. Quand ça m'arrive trop souvent, je suis assez embêté. J'urine le matin, et après, j'urine aussi le soir, et j'urine avant d'aller me coucher. J'urine car cela est nécessaire, car cela est même vital. J'urine et j'envoie
que mon corps, il sécrète des choses, aussi que ça sort clair et transparent, ça entre clair et transparent, et ça ressort jaune, jaune doré. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Qu'est-ce que c'est que cette opération? Ce n'est pas un miracle, c'est juste de la biologie. C'est juste un corps qui fonctionne normalement. Quand c'est bien jaune, c'est bon. Quand c'est trop foncé, c'est pas très bon. Alors, il faut savoir déchiffrer, lire son urine, la sentir peut-être, parce que peut-être ça peut renseigner sur l'état du corps entier. Une belle urine qui semble resplendir comme miroiter comme de petits soleils. Voici l'urine d'un être en pleine gloire. Nous sommes semblables à nos urines. Quand nous avons des problèmes, nous entrons en sombreté. Quand nous allons bien, nous sommes dans toute la dans le resplendissement. J'urine, et cela est un miracle de l'évolution. J'urine, car il faut bien évacuer le trop plein. Il faut se délester de sa charge liquide. Il faut rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Rivière, je te rends ton eau. C'est vrai qu'elle est différente, qu'elle a été transformée, mais je te rends ton eau. Je te rends aussi partie de tes minéraux. Ah, je te suis reconnaissant. L'eau qui traverse mon corps, c'est une eau peut-être qui vient de très loin. C'est peut-être une eau qui a voyagé pendant des millénaires, qui a voyagé pendant une éternité. Ainsi qu'elle a abreuvé mon corps, ainsi qu'elle a joué son rôle. Et maintenant, elle s'en va continuer sa vie. Elle va peut-être passer par plein de stades avant de parvenir à l'état, revenir à l'état d'eau claire. Eau claire qui fut un jour mon eau à moi, l'eau de mon corps, voici qu'elle est. Peut-être qu'elle va passer par un autre corps, un corps comme le mien ou un corps différent. Ou peut-être qu'elle va monter au ciel et va y rester pendant un moment et peut-être passer de l'autre côté de la terre et retomber en plein océan ou peut-être dans le désert rouge et brûlant. Si j'urine, et c'est merveilleux comme cela est bien fait, comme les choses sont bien réglées. J'urine, et j'urine quand j'en ai besoin, mais pas à n'importe quel moment. J'urine et pour l'instant je maîtrise. Je ne suis pas un incontinent. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau la vie. C'est beau la vie, c'est beau d'uriner en sifflotant, c'est beau d'uriner en remerciant. Je te remercie, toi qui fais venir l'eau jusqu'à moi pour que je puisse la boire douce et bien propre. C'est vrai qu'il y a un peu de javel dedans,
Mais ce n'est pas grave, c'est le prix à payer pour éviter les complications. Je bois de l'eau que le service d'eau fait parvenir jusqu'à moi. Merci. L'eau courante, c'est une révolution. On vit dans un cocon. J'ai de l'eau quand je veux. J'ai de l'eau à boire et j'ai de l'eau à évacuer. Je commence par boire et puis je finis par déboire. Je rends mon eau à ceux qui vont se charger d'en prendre soin, de la purifier. Elle va passer par toute une série de filtres avant d'être rendu à la nature. Voici un cycle, le cycle de l'eau, le cycle de l'urine. Voyez-vous comme c'est beau, comme c'est bien fait, comme c'est très civilisé. C'est compliqué, c'est beaucoup mieux que du temps des Romains. On n'a pas besoin d'aqueduquer de choses très compliquées. L'eau vient tout simplement. C'est un miracle permanent. Et comme moi, j'ai fini d'uriner, il suffit de soulever, d'appuyer sur un bouton pour que l'eau soit évacuée, comme mon urine soit évacuée par une autre eau. Je suis dans l'eau en permanence, je bois de l'eau, j'évacue de l'eau, et pour évacuer mon eau, je dois utiliser de l'eau. Je suis un être purement aquatique. Je baigne dans l'eau, je baigne dans l'eau, je baigne dans l'eau qui vient de partout. Elle vient peut-être des Pyrénées, ou elle vient peut-être d'ailleurs, ou d'encore plus loin du Massif central, qui sait. Cette eau qui est tombée un jour, il y a peut-être 100 ans, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être pas longtemps, qui s'est précipitée, on dirait qu'elle était prise d'une folle envie de parvenir, de quitter ses lieux de naissance, cette eau vive, cette eau qui a dévalé les pentes des montagnes et qui est venue se rassembler dans nos citernes. Ne t'inquiète pas, il y a toujours de l'eau pour toi. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Urine en paix, bois en paix. Et ne pense à rien. Nous, on fait tout. On se charge de tout. On n'attend rien de toi. Juste que tu décides. Service de l'eau, bien public, bien privé. Il va falloir choisir un jour quelle gestion, pour quelle gestion, délégation ou pas délégation. Certains ont choisi, d'autres pas encore. L'eau, c'est un bien public, universel et qui devrait être à la portée de tous, pas trop cher. Il faudrait de l'eau, ce bien précieux, cette eau qui manque à tout le monde, un peu partout dans le monde. J'ai pas assez à boire, l'eau que je bois n'est pas bonne, je n'ai pas assez. Je n'ai pas de lieu pour uriner, j'urine n'importe où. Et voilà comment les choses se passent. Je suis un être favorisé. J'ai un lieu pour uriner, réservé pour cela. Ils sont le propre, quelquefois un peu moins, mais en général, c'est un lieu accueillant. Je ne le partage pas, c'est mon lieu à moi. Et
Voici, c'est ça. Quand je suis dessus, je suis sur mon trône. Voyez-vous, moi, je m'assieds pour uriner. Cela me semble moins salissant. Je n'aime pas disperser mon urine un peu. Je ainsi. C'est peut-être pas très normal pour un homme, mais c'est comme ça pour moi. Et donc, je suis sur mon trône et j'attends. J'attends, je dis adieu à ces quelques gouttes qui s'en vont. Je dis adieu, chère compagne, chère visiteuse. Ça me fait rire. Comment l'on peut et sans faire dans la parodie, vraiment, parler de la de l'urine en tant que voilà une chose essentielle. J'ai parlé tout à l'heure de la respiration, maintenant je parle de l'urine et voilà simplement des choses qui font peur parce que c'est pas des choses faciles, hein, c'est des choses traumatisantes en puissance. Les reins, etc. C'est pas une chose facile. Alors, uriner, pouvoir uriner quand c'est besoin, c'est vraiment, pendant longtemps, ça se passe normalement, et au bout du cycle de notre vie, ben, finalement, ça devient un peu moins facile. J'ai du mal à uriner. Ou il faut me mettre une sonde. Aïe, aïe, aïe. Voilà comment la poésie nous ramène vers le réel, comment elle nous installe pour de vrai dans le réel. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de poésie pour les, comment dire, pour les instants raffinés. Il y a une poésie où il y a un travail avec les mots sur les choses les plus utiles, les plus indispensables. Et personne, quelle qu'elle soit, n'urine pas pendant, je sais pas, pendant peut-être 2 jours ou 3 jours, c'est peut-être mal parti pour elle. Alors, ça sent la fin. Uriner, c'est un geste vital, un geste indispensable. Uriner, déféquer, ce sont des choses essentielles. Sinon, adieu à la vie. Sinon, on va se décomposer de l'intérieur. Imaginons que l'urine qui n'est pas évacuée, imaginons finalement qu'elle se retrouve un peu inondant l'intérieur du corps. On pourrait imaginer ça comme ça. C'est donc voilà un petit moment spécial. Voilà, c'est parti de c'est parti de choses en choses. Alors un peu une chose entraînant l'autre, comme une cascade. Je pourrais appeler ça une cascade de mots. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. J'ai fini. Voilà, c'est bon. J'ai assez parlé. Donc j'ai plus la force de continuer. Même tout à l'heure je dis que j'avais pas la force, mais j'ai continué. C'est comme ça. Alors on dit adieu jusqu'au moment où on dit re. On n'a pas envie de quitter. On n'a pas envie de se quitter. On n'a pas envie de quitter les mots. On n'a pas envie de rentrer dans sa coquille. C'est vrai. Il y a tellement de choses inspirantes, le spectacle du monde, le spectacle de soi, etc. C'est tellement fort en potentialité qu'on peut passer son temps et finalement à fabriquer des choses, à mettre en forme des choses. Après, pour ce qui est de la qualité, c'est une autre chose. Et la quantité, mais après la qualité, ça se discute. C'est une chose. Après, laisser ça à ceux qui se préoccupent de ça. Après, c'est comment on est dans l'instant et comment on fait quelque chose de l'instant. C'est-à-dire que la chose la plus concrète que je peux dire, j'ai fait ça, euh, comme cette chose que j'ai lue dans les bandes dessinées à un moment donné, il y avait un soldat qui disait un tel, il marquait son nom, il passait par là. Donc finalement, à un moment, quand on a l'impression
de pas avoir prise sur son temps et sur ce qu'on fait, quand on parle, on peut se dire, au moins pendant ce temps-là, j'étais en train de faire quelque chose. Je peux pas dire que je ne faisais rien. Et pour preuve, j'ai ça, que j'ai dit à tel ou tel moment. Donc, j'ai une preuve, comme quoi je n'ai pas été dans une sorte de paresse ou d'une sorte de non-vie. Ça ne veut pas dire que ça, c'est vraiment, faire ça, c'est vraiment vivre, ou vivre, je veux dire, fortement. En tout cas, ça ressemble à de la vie. Vivre avec les mots, comment dire, passer du temps avec les mots, c'est quand même, ça se rapproche de la vie, parce que peut-être la vie, il y a du mouvement, il y a du va-et-vient, il y a du bruit, c'est pas mort, ce n'est pas fini, ce n'est pas arrêté, et on peut passer d'un mot à un autre, comme on est en déplacement, on peut visiter un lieu, puis passer à un autre lieu, comme tout à l'heure avec cette histoire sur l'urine. Donc évidemment, ça m'a permis de parler, de sortir quelques mots issus de ma formation sur la géographie, ce qui n'est pas... Et simplement, euh, tout est prétexte. Prétexte, tout peut être illustré, illustrer l'instant avec quelque chose. Après, c'est comme ça. Après, l'illustration, elle est comme elle est, quoi. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt dans dans une autre prise de parole. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à vous lancer. Moi, j'ai mis du temps avant d'arriver à cet état, j'allais dire. Ça prend du temps, mais ça finit par payer. C'est pas un investissement perdu, c'est un investissement fécond. Ben, c'est le cas de le dire. Voilà, comme vous pouvez pas, je sais pas, moi j'imagine il y a des gens pour faire de la danse, il leur faut un espace. Des gens pour faire de la peinture, il leur faut un espace. Pour les mots, il faut pas d'espace. Là où on est, peu importe où on est, on peut commencer à parler. Il suffit d'avoir évidemment une webcam. On peut peut-être parler devant un smartphone, mais moi j'utilise la webcam de l'ordinateur, mais sinon, on peut faire avec ce que l'on a. Évidemment, l'écriture, le problème de l'écriture, c'est que elle s'arrête. On ne peut pas la continuer. On ne peut jamais, jamais, jamais la continuer. Imaginons que je veuille écrire un chapitre, je ne sais pas, par exemple 10 pages, ou 10 feuilles même, 20 pages, je peux le faire, mais ça me prendra des heures. Et le résultat n'est pas spécialement plus intéressant. Des heures, alors que ce que j'ai écrit sur 20 pages, ben je peux le dire en 1 heure, en 2 heures, mais j'ai fini avec, alors que inversement, ça me prendrait, ben, je sais pas, un temps fou, je me fatiguerais et j'aurais toujours l'impression, finalement, à un moment donné, il peut se produire des coupures, alors que là, les coupures dans la parole, je peux les maîtriser. Je fais revenir en arrière un peu, je sais où j'en suis, et je maîtrise un peu mieux. Tandis que je commence à écrire, ben ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et ça me manque pas du tout. Mais un détail supplémentaire, c'est quand je commence à écrire, ben je retrouve l'écho de cette langue orale, et donc il y a un bénéfice double. Non seulement la langue orale, elle est maintenant dans une sorte de maîtrise, un niveau de maîtrise assez intéressant, en tout cas assez prometteur. Et après, la langue écrite, elle a été totalement nourrie, elle se nourrit aujourd'hui de la langue orale. Et alors, la langue orale est tout en, j'allais dire, est tout en souplesse, tout en, si on arrive à écrire en ayant ce style oral, ce serait très bien. Parce que justement, on s'éloignerait un peu de ces lourdeurs, un peu de ce côté un peu trop pesant de l'écrit habituel. À bientôt donc, allez-y, ne soyez pas
comme je disais tout à l'heure, soyez pas intimidés par les mots, soyez, enfin, faites vos en des alliés, ou alors essayez d'en devenir les maîtres des mots, simplement. On peut aussi, après tout, c'est pas un problème, on n'est pas un maître, il n'y a pas de maître, on n'est pas un dieu ni un maître des mots, simplement c'est une expression, hein, il faut pas, c'est pas parce qu'on dit une chose que on la pense réellement, mais on la dit pour la beauté, pour comment dire, pour le son, devenir les maîtres des mots, ah, ça peut convenir, sonorement parlant, mais après, on n'est pas le maître. Dans cette relation, il n'y a ni maître, ni esclave, il y a juste, il y a un être qui existe sur deux dimensions. C'est nous et ce sont nos mots, mais entre nous, il y a une similarité, en même temps, il y a une différence. Nous ne sommes pas exactement les mots qu'on dit, ils ne sont pas conformes aux mots qu'on dit, mais les mots qu'on dit ne sont pas exactement l'image fidèle de ce que l'on... Il y a une distance, mais ce n'est pas une opposition. Et ce n'est pas une, comment dire, on n'est pas dans une sorte de, je sais pas comment dire. En tout cas, je m'arrête là, c'est bon, c'est assez.